Bonjour tout le monde, ici Jean-Charles Chapeau. Je suis bienvenue à cette entrevue spéciale avec Dr Mario Beauregard. Mario qui est, comme vous le savez, la majorité d'entre vous, un neuroscientifique québécois de renommée internationale. Et c'est une entrevue spéciale pour deux raisons. La première, c'est que Mario présente pour la toute première fois son documentaire que tu as produit avec le réalisateur Michel Pascal. Un documentaire dont l'objectif est de faciliter la transition entre le paradigme matérialiste et le paradigme post-matérialiste. On va reparler un petit peu de ça tantôt. Et la deuxième raison pour laquelle c'est une entrevue spéciale, c'est que Mario va parler pour la toute première fois de certaines expériences spirituelles significatives qu'il a eues et qui ont influencé son parcours autant en tant que chercheur que dans sa vie personnelle. Donc, merci beaucoup, Mario, d'être là aujourd'hui et aussi d'être là pour faire ce travail que tu fais là, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui réalise que Mario, c'est pas seulement un chercheur, mais tu es aussi très actif au niveau de faire avancer la science. Hein? Oui. Et que tu es même à la tête du manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, peut-être tu pourrais nous partager un peu, bon, c'est quoi le paradigme matérialiste, post-matérialiste, et c'est quoi ce manifeste-là? OK. Donc, brièvement, quand on parle d'un paradigme, c'est comme une grande théorie dominante, si on veut, ou une façon de voir les choses. Mm-hmm. Donc, le paradigme matérialiste, l'origine de ça, c'est chez des philosophes avant Socrate, on dit des pré-socratiques. OK. Il y en avait quelques-uns qui avaient déjà proposé que le monde, au fond, l'univers, était composé de, comme ils appelaient ça des corpuscules, des petites billes de billard, si on veut. OK. Et ça veut dire, les implications de ça, que, par exemple, l'être humain est une machine biologique. Que ce qui se passe dans notre champ de conscience, nos idées, nos intentions, nos croyances, nos émotions, tout ça, c'est uniquement l'activité de processus matériels, électriques, chimiques, dans le cerveau, par exemple. Et que, par conséquent, lorsque vient le moment de la mort physique, il n'y a aucune survie possible de la conscience ou de la personnalité de l'individu. Mm-hmm. Donc ça, c'était les implications. C'est devenu dominant au 20e siècle dans le milieu scientifique, dans le milieu académique, à un point que c'était risqué pour la carrière d'aller contre cette façon de voir. Okay. Et c'était tabou d'aller étudier des trucs trop subjectifs, comme par exemple des termes comme conscience, spiritualité. On ne voyait pas l'intérêt de ça puisque tout était matériel de toute façon. Par exemple, pour la conscience, il faut attendre la fin des années 1995 à peu près, quand même. pour qu'il y ait le premier centre de recherche sur la conscience qui apparaisse à l'Université de l'Arizona, à laquelle je suis affilié maintenant. Okay. Mais au fur et à mesure que ce centre-là a pris de l'importance, il y a d'autres chercheurs qui étaient dans d'autres disciplines qui sont venus pour proposer des alternatives. Par exemple, des physiciens en physique quantique, des experts de physique quantique, parce qu'on avait observé il y a 100 ans que le physicien, lorsqu'il fait son observation, le résultat de l'observation dépendait de leur intention, de ce qu'ils voulaient mesurer, puis comment ils essayaient de le mesurer. Et est-ce que l'observateur, il y a des caractéristiques particulières qui fait qu'il va avoir plus d'effet sur ce qu'il observe? Ça, c'est une question super intéressante que les physiciens eux-mêmes n'ont pas voulu aborder parce qu'ils étaient très mal à l'aise avec les implications philosophiques de ce qu'ils avaient découvert. Donc, c'est devenu un tabou un peu en physique. Alors, il a fallu quelqu'un qui était en dehors du domaine de la physique, comme le chercheur en parapsychologie Dean Radin, à l'Institut des sciences noétiques en Californie. Il a utilisé le même dispositif de double fente, mais là, ce qu'il a fait, c'est que au lieu d'avoir des physiciens qui faisaient des actes de mesure, il a fait venir il a comparé deux groupes, des méditants expérimentés versus des gens qui n'avaient pas d'expérience en méditation. Puis il a découvert qu'effectivement, les méditants expérimentés avaient créé un effet significatif. Il y avait un impact sur le résultat de l'observation, beaucoup plus grand que le groupe de sujets contrôle qui, eux, n'avaient pas d'expérience en méditation. Parce qu'ils avaient une meilleure capacité de focalisation? C'est l'hypothèse que Radin et ses collègues ont fait. Puis c'est un peu comme, moi j'utilise l'analogie suivante, c'est un petit peu comme lorsqu'on compare la lumière. Par exemple, on utilise de la lumière pour faire le tournage aujourd'hui, mais c'est une lumière qui est diffuse dans l'espace. Donc, elle n'a pas un grand impact au niveau du monde physique. Mais lorsqu'elle devient focalisée, par exemple, puis on dit qu'elle est cohérente,
ça donne un laser. C'est le laser. Puis avec le laser, maintenant, on fait des opérations en chirurgie. On est capable de faire des interventions au niveau des métaux, etc., etc. Alors, il semble que ce soit un peu la même chose au niveau de la conscience humaine puis de l'intention. La capacité d'être capable de focaliser son attention, ça semble être une clé. Pour influencer le monde physique, mais aussi probablement le monde de notre physiologie, notre corps, notre biologie, la même chose. Ouais, donc tu dirais qu'on a prouvé aujourd'hui scientifiquement que la conscience, l'intention a vraiment un impact concret, mesurable sur l'extérieur que l'intérieur de notre corps. Tout à fait, on s'en va vers ça. Et pour en revenir au centre de recherche sur la conscience et tout ça, ben là, au début des années 2000, il y avait de plus en plus d'études qui sortaient. Il y en a eu aussi dans le domaine des expériences de mort cliniques, là, que les gens appellent imminentes. Puis Jean-Jacques Charbonnier, mon collègue et ami, appelle expérience de mort provisoire parce que dans certains cas, il y a un arrêt cardiaque, puis il y a vraiment une mort clinique. Ouais, c'est un terme qui est plus approprié, je pense. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une autre source d'évidence qui montre que au fond, on a toujours pensé en neurosciences que c'était le cerveau qui produisait l'esprit comme le foie sécrète la bile. Mais il y a des cas vraiment d'expérience de mort provisoire dû à un arrêt cardiaque où on ne peut plus détecter du tout d'activité dans le cerveau. Moi, personnellement, pour partager, ce qui m'impressionne le plus, c'est que quand la personne elle est cliniquement morte et qu'elle rapporte des informations qui se passent non seulement dans la pièce où elle se trouve, mais dans d'autres endroits, parfois même des kilomètres de là, des choses qui ont été vérifiées. Exactement. Là, on parle de perception véridique à ce moment-là. En état de hors-corps. Ben oui, parce que c'est dur d'expliquer ça avec le paradigme matérialiste actuel. Oui, ben oui. Le paradigme matérialiste est obligé de nier l'existence de ces phénomènes-là puisqu'il ne peut pas les expliquer. Un peu comme l'effet de l'observateur en physique quantique. Un peu comme aussi les phénomènes psy qui sont étudiés par les gens en parapsychologie, comme Dean Radin, par exemple, qui montrent qu'on peut aller émettre de l'intention ou des informations à distance qui peuvent